On m'a confié la tâche de vous parler des nouvelles recommandations dans l'asthme allergique de l'adulte. Alors, juste il y a quelques semaines, je me suis dit, ça va être 2023, pas de problème. Manque de peau, il y a à peu près 2 semaines, GINA 2024 est publié. Donc, du coup, je vais tout simplement essayer de vous parler des actualités dans les recommandations du GINA 2024. Tout d'abord, il n'y a pas révolution dans le GINA 2024. Clairement, on n'a pas de grosses modifications, mais il y a quand même des points sur lesquels j'ai insisté sur cette présentation, et je pense que c'est ce qu'il y a de plus ou de pertinent dans le GINA 2024. Le premier point, je vais donc aborder le diagnostic de l'asthme, l'évaluation du contrôle de la maladie, les objectifs de la prise en charge de l'asthme, un concept très intéressant de la rémission dans l'asthme, et enfin, juste un petit mot dans le traitement de l'asthme, parce que comme vous le comprenez bien, il n'y a vraiment pas de révolution dans ce sens-là. Dans le diagnostic, quelles sont les actualités? Qu'est-ce que va nous rapporter de plus le GINA 2024? Tout d'abord, il y a eu une grosse prise de conscience, si je peux m'exprimer ainsi, sur le problème de diagnostic, et notamment le problème de diagnostic dans les pays à faible revenu ou à un revenu intermédiaire, puisque on a des données épidémiologiques qui sont parlantes, dont celle publiée par le Global Burden of Disease 2019, où on sait bien que l'asthme continue à poser un grand problème avec une mortalité importante, mais avec de manière beaucoup plus importante au niveau des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. Quand on compare la mortalité qui est liée à l'asthme et la prévalence de la maladie dans ces pays, clairement, il y a une espèce de disparité ou disproportion. Pas beaucoup d'asthmatiques, mais beaucoup de décès par asthme. Là aussi, sur le Global Alliance Against Chronic Respiratory Disease, peu de patients bénéficient des investigations diagnostiques qui sont recommandées et des traitements adéquats. Donc, quand on parle d'un sous-diagnostic, il existe, mais il existe aussi beaucoup parce qu'il y a un problème de ressources des différents systèmes de santé. Et regardez ici sur ce papier. Alors, l'animation n'a pas marché, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est tout récent, hein, c'est 2023, qui a évalué un petit peu la présence de guidelines nationales ou le fait est-ce que ces pays arrivent à respecter les recommandations internationales. Et ben regardez, tous ces pays n'ont pas de guidelines, ils essayent de respecter, mais sans pour autant y parvenir. Donc il y a une absence totale de lignes directives régionales dans le diagnostic et la prise en charge dans la quasi-totalité des pays de l'Afrique subsaharienne, ce qui rend difficile le diagnostic de l'asthme. Là aussi, ça mérite d'être noté, c'est une très belle étude sur 3 pays, Kenya, Éthiopie, Soudan, 519 patients qui ont des symptômes respiratoires qui ne sont pas expliqués par les maladies infectieuses. Et ben, chez ces patients, 34% ont un diagnostic d'asthme, alors qu'ils ont des symptômes qui suggèrent la maladie asthmatique chez 71% de ces patients. Et les auteurs soulignent l'accès très limité à la spirométrie, soit qu'elle est absente, soit qu'elle est trop chère pour les patients, soit qu'il y a un problème de formation des techniciens et du personnel dans la réalisation et l'interprétation. Et donc, les auteurs proposent d'avoir une alternative à la spirométrie, c'est l'utilisation du débit expiratoire de pointe qui est moins coûteux, plus facile et plus abordable. Et donc, dans cet article-là, que je vous ai cité tout à l'heure, il y a des propositions. Ces propositions ont été vues et lues attentivement par les experts du GINA et ils vont adopter certaines de ces propositions. Donc, tout simplement, il n'y a aucun moyen de diagnostic et donc on va se baser surtout sur la clinique. On va exclure les étiologies infectieuses qui sont quand même très très fréquentes dans nos pays. On va considérer la probabilité en fonction de signes associés, atopie, allergie, eczéma, rhinite, etc. Et puis, il faut absolument réévaluer tout ça sous traitement et toujours avoir dans l'esprit attention aux alternatives diagnostiques. Deuxième proposition, c'est lorsque on n'a pas de spirométrie, mais le débit expiratoire de pointe est disponible. Et là, 3 méthodes sont proposées. Soit on va utiliser
la mise en évidence de la variabilité sous traitement bronchodilatateur, on va le voir tout à l'heure, soit on va utiliser une variabilité sur 2 à 3 semaines, de 20% chez l'adulte ou de 12% chez l'enfant, soit on va essayer une thérapeutique et puis on va réévaluer par l'amélioration par le débit expiratoire de pointe. Bien. Et donc, le troisième scénario, c'est quand la spirométrie est disponible. Et donc là, on va rejoindre les recommandations de diagnostic du GINA. Et donc, vous connaissez très bien cet algorithme de diagnostic qui a été légèrement modifié, mais à peine dans le GINA 2024. On va voir, on avait déjà en fait, quand j'ai regardé 2023, on avait déjà le DEP qui était dans l'algorithme diagnostic. Mais là, sur le texte de GINA, ils explique en long, en large et en travers l'intérêt du débit expiratoire de pointe, particulièrement dans des pays comme les nôtres. Alors, juste pour vous rappeler, la variabilité de la limitation des débits expiratoires mesurée par le débit expiratoire de pointe, on peut juger cette variabilité soit sur une journée, soit de jour en jour, soit sur une période beaucoup plus longue de consultation en consultation. Et on peut juger cette variabilité, et vous le savez bien, après une intervention, c'est-à-dire après ce qui correspond au test au bronchodilatateur, exactement comme ce qu'on fait avec la spirométrie, 15-20 minutes après avoir pris 200 à 400 microgrammes de salbutamol, où on peut juger la variabilité après un traitement beaucoup plus prolongé, en général 3 à 4 semaines de corticoïdes inhalés. Donc, il faut quand même savoir comment ça se passe. Il faut toujours prendre 3 mesures et prendre la meilleure le matin et le soir. Et on va juger de la variabilité quotidienne selon le DEP max moins DEP min sur la somme des deux fois 100, pour avoir un pourcentage. Par contre, le GINA vous propose de ne pas tenir compte de cette variabilité quotidienne comme vous la voyez ici, mais plutôt de faire une espèce de moyenne sur 1 à 2 semaines avant de retenir une variabilité. Autre élément important, utilisez le même débitmètre pour le suivi, parce qu'il y a des études qui ont bien montré qu'entre débitmètre et débitmètre, il y a quand même 20% de différence. Donc, il faut vraiment idéalement, le patient doit avoir son débitmètre. Ça va être important pour le diagnostic, mais également pour le suivi et la surveillance. Alors, chez un adulte sain, la variabilité quotidienne, elle est de 9%, et chez un enfant sain, variabilité quotidienne, elle est de 12,3%. C'est pour cela que on va dire qu'on a une variabilité excessive lorsqu'on va évaluer donc la moyenne de la variabilité sur 2 semaines. Lorsqu'on a chez l'adulte, c'est 10% et chez l'enfant, c'est 13%. Donc, quand on fait cette variabilité sur 2-3 semaines et qu'on a une variabilité importante de plus de 10%, eh ben on peut considérer déjà comme un diagnostic DAS. Et donc, ou bien, on va juger la variabilité après une intervention médicamenteuse, donc soit bronchodilatateur, et donc là, la variabilité, c'est une augmentation de plus de 20% chez l'adulte et supérieure à 15% chez l'enfant. Et donc là, la conclusion du GINA est importante en disant que clairement, dans les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire, la spirométrie n'étant pas toujours disponible, qu'il n'est en aucun cas recommandé de poser le diagnostic sur des simples arguments cliniques et qu'au minimum, on devrait avoir utilisé le DEP. Un autre mot, c'est juste pour vous dire, alors je pense que on assiste depuis un certain nombre d'années sur de grandes discussions sur la remise en question des critères de réversibilité. Alors, cette remise en question des critères de réversibilité, elle a été réétudiée parce que, en fait, l'ATS-ERS propose de revoir ces critères de réversibilité, pas seulement sur le VMS et l'amélioration de VMS 12% et 200 millilitres, mais d'aller regarder également la capacité vitale forcée et le VMS en pourcentage, et il propose 10%. Alors, il y a beaucoup d'études, je n'ai pas voulu les détailler, mais en tout cas, ça a été revu par le comité GINA qui continue à ne pas vouloir changer ses recommandations de réversibilité en prétextant que ils ont besoin de nouvelles données. Pourquoi? Parce que cette recommandation ATS-ERS, elle vient de données comment on va appeler ça, de données de survival, c'est-à-dire des données de patients survivants, et il n'y a pas eu d'études qui ont été menées
uniquement pour évaluer la modification du test de réversibilité, et ils disent que cette décision sera reconsidérée lorsqu'on va avoir de nouvelles données sur des études prospectives et en comparant avec les autres tests diagnostiques de l'asthme. Et donc, on va garder le même critère de réversibilité sous bronchodilatateur. Le tableau que vous reconnaissez peut-être, alors ça, le tableau, c'est pour le diagnostic positif de l'asthme chez des patients qui reçoivent déjà une corticothérapie inhalée. Et là aussi, donc, il y a eu des toutes petites modifications dans le texte et l'explication des causes de remise, de confirmation de diagnostic. Alors, je vous apprends rien. Lorsque j'ai des symptômes respiratoires et une variabilité à la spirométrie, ça c'est le plus facile. Le diagnostic de l'asthme, il est confirmé et on va évaluer en fonction des symptômes, etc. Par contre, on peut avoir des patients qui sont sous traitement de fond et chez qui on trouve une variabilité qui n'est pas complète ou qui est tout simplement absente. Et à ce moment-là, le GINA propose de refaire les EFR, que ce soit spirométrie ou DEP. Et donc ça aussi c'est nouveau. Ils ont rajouté le DEP dans toutes les entre guillemets dans toutes les stratégies diagnostiques. Après, arrêt du bronchodilatateur 4 heures ou arrêt du bronchodilatateur de longue durée d'action entre 24 et 48 heures. Et puis, en fonction de ça, si on a un VMS supérieur à 70% ou un DEP supérieur à 70%, il faudra reconsidérer de diminuer la charge thérapeutique et réévaluer. Si par contre, elle est inférieure à 70%, il faudra au contraire considérer plutôt une augmentation du traitement de maintenance. Quand on a pas de signes ou très très peu de signes respiratoires avec une fonction normale, et donc ça c'est la troisième case, et donc pas de limitation de débit, pas de variabilité de limitation de débit, alors le GINA vous propose de réévaluer la réponse bronchodilatatrice idéalement pendant les symptômes, et puis considérer soit un step down et reprendre les explorations si on a l'apparition des symptômes. Et puis bien évidemment, lorsqu'on a une persistance de l'obstruction bronchique, là il faudra considérer plutôt un step-up de traitement et une réévaluation au bout de 3 mois comme ce qu'on fait classiquement. Un autre chapitre a été largement détaillé, c'est celui du phénotype particulier de l'asthme, c'est-à-dire la toux chronique isolée. Vous le savez très très bien, la toux chronique isolée peut être un phénotype de l'asthme. Généralement, c'est une toux chronique non productive avec un diagnostic étiologique qui est très difficile, aussi bien chez l'enfant mais également chez l'adulte. Alors, on rappelle que le phénotype, la toux chronique peut être un symptôme d'asthme, mais pas que. Alors là, vous avez le Stovaz, les médicaments, le reflux post-infectieuse, la dysfonction, la bronchite eosinophile et puis l'idiopathie quand on n'arrive pas à trouver et on ne sait pas à quoi est due cette toux chronique. Les caractéristiques de la toux chronique phénotype asthme, ça peut être le seul symptôme ou un symptôme prédominant. C'est souvent une toux non productive, souvent exacerbée la nuit. On a des EFR qui sont normales et quand on a la chance d'avoir des tests de provocation, ce qui n'est pas le cas chez nous, eh ben on va mettre en évidence une hyperréactivité. Certains patients vont développer après des sifflements et une obstruction qui va se lever au test bronchodilatateur. On va trouver des éosinophiles dans les expectorations et le NO exhalé sera élevé. Le problème ici, ça va être la distinction avec la bronchite éosinophile qui va avoir exactement les mêmes caractéristiques, une UFR normale, des éosinophiles dans les expectorations. Le seul élément qui va les distinguer, c'est le test de provocation négatif. Et donc là, c'est très très compliqué de faire la différence dans la toux chronique entre la bronchite éosinophile et de l'asthme. Le traitement de la toux phénotype asthme suit les mêmes recommandations de l'asthme. Autre point, l'évaluation du contrôle de l'asthme. Alors, là aussi, rien de nouveau sur ce tableau, vous le connaissez très très bien. Pour évaluer le contrôle, on va se baser bien évidemment sur les symptômes que vous connaissez bien. Alors, ce tableau n'a pas changé depuis que j'ai commencé à faire médecine. On va évaluer les facteurs de risque de non-contrôle. On va évaluer les facteurs de risque d'exacerbation, l'overuse, l'utilisation excessive des sabats, enfin, les comorbidités, tout ça vous le savez, la fonction altérée. Et puis on va évaluer la technique d'inhalation et puis on va chercher les effets indésirables. Bien.
Le fameux tableau que vous connaissez bien. Alors, classiquement, c'était très facile pour nous. On utilisait ce recours des patients au sabbat pour dire, il n'est pas bien contrôlé, il utilise beaucoup de traitements de secours et on avait comme cut-off moins de deux bouffées, plus de 2 jours par semaine. D'accord? Et quand on avait ça, les études ont montré qu'il y avait un risque élevé d'exacerbation et c'était facile pour nous. On disait, on va augmenter la charge de traitement de fond. Mais, depuis quelques années déjà, on est en train plutôt de donner comme traitement de secours un traitement anti-inflammatoire associé, donc les anti-inflammatory relievers, et on s'est posé la question entre nous plusieurs fois, comment allons-nous intégrer ce recours au traitement de secours dans l'évaluation de notre maladie par les symptômes? Est-ce qu'on va dire pareil, s'il utilise plus de 2 fois par semaine, est-ce que ça va faire pareil? Non, parce que le GINA, ils ont raison, c'est que quand les patients prennent un traitement anti-inflammatoire, ça veut dire qu'ils vont augmenter déjà la dose de l'anti-inflammatoire. Et donc, à ce moment-là, il n'est pas pertinent de faire un step-up chez ces patients. Première chose. Deuxième chose, on ne peut pas retenir ce critère-là de 2 fois par semaine comme critère de non-contrôle. D'accord? Donc, on ne pourra évaluer la fréquence de recours au traitement de secours contenant un traitement anti-inflammatoire, donc une corticothérapie inhalée, que sur une durée beaucoup plus longue, 4 semaines, et en mettant en exergue là aussi une moyenne de fréquence. Mais jusqu'à aujourd'hui, quel est le chiffre? On ne l'a pas encore. Et donc le GINA, c'est une question qui reste encore en cours à évaluer sur des données des études en cours. Donc, tout simplement, on va pas utiliser, quand on utilise l'ICS formoterol comme traitement, comme reliever, on va pas utiliser ce moyen de contrôle. Autre chapitre, les objectifs dans le traitement de l'asthme, et donc les objectifs sont les mêmes, on n'a pas changé. Ce qui a changé par contre, c'est cette adjonction de ce terme très, très intéressant, Long-Term Goal of Asthma Management. C'est-à-dire que là, l'objectif ici, le GINA dit clairement que on ne peut pas évaluer le contrôle de l'asthme comme ce qu'on nous a appris à faire depuis des années sur les 4 semaines ou quand un patient vient nous voir, en général, on lui dit, écoutez, ces dernières 4 semaines, qu'est-ce que tu as fait? Tu as utilisé combien de sabbat? Tu as eu recours aux urgences, etc. Aujourd'hui, le GINA dit qu'on peut pas évaluer le contrôle de la maladie sur uniquement 4 semaines. Les objectifs sont les mêmes. C'est-à-dire peu de symptômes ou pas de symptômes, pas de réveil nocturne, une activité vixique modérée, une réduction des exacerbations, etc. Mais plutôt à évaluer sur le long terme et pas uniquement sur le court terme. 4 semaines est considéré aujourd'hui par le GINA comme un court terme. Et bien évidemment, en insistant encore une fois sur cet aspect, cette approche de prise en charge personnalisée, là, rien n'a changé, personnalisée du patient asthmatique, on va évaluer sur le long terme, je l'ai dit, on va ajuster le traitement et puis on va réévaluer notre ajustement thérapeutique. Concept très intéressant, qui n'était pas dans les GINA 2023, c'est la notion de rémission d'asthme. Alors, rémission, vous allez me dire, on n'est pas sur un cancer. Pourquoi parlons-nous de rémission de l'asthme? On sait très bien que l'asthme est une maladie chronique et donc, est-ce qu'on peut vraiment avoir une rémission de l'asthme? Alors, c'est un terme que communément, les pédiatres utilisaient de manière apparemment assez régulière. Je vois Ossette qui fronce les sourcils. Peut-être que ce n'est pas vrai, mais en tout cas, communément utilisé dans l'asthme de l'enfant avec plusieurs définitions, plusieurs critères. On va parler de rémission dite clinique, c'est-à-dire pas de symptômes, pas d'exacerbation. Une rémission complète ou pathophysiologique. Donc, on a ici une fonction normale et quand on va aller utiliser et chercher les biomarqueurs, ils seront négatifs. Une rémission off-treatment, c'est-à-dire une rémission sans traitement et une rémission on-treatment. Et c'est là le regain d'intérêt de cette notion de rémission parce qu'on voit bien que chez des asthmatiques sévères sous biothérapie qui ne font plus de symptômes, on va parler de rémission on-treatment.
Et donc, la rémission clinique, c'est tout simplement son objectif est de réaliser ce dont je viens de parler à l'instant, les goals, les objectifs de la management de l'asthme à long terme. La rémission de l'enfant est particulière. C'est plus souvent une rémission clinique que physiopathologique. Et puis, il y a des données qui sont assez anciennes, 1995-2003, qui montrent bien que ici, par exemple, il faut savoir que 59% des enfants siffleurs à l'âge préscolaire, ne siffleraient plus à l'âge de 6 ans. Alors là, bien évidemment, il y a beaucoup d'impacts, il y a beaucoup de phénomènes qui vont intervenir, mais aussi 15% des enfants siffleurs après l'âge de 9 ans, seuls 15% ne présenteraient plus de sibilant à 26%. Et on voit bien ici que la chose qui va être différente, c'est quand est-ce que les symptômes sont apparus. Et voilà, donc à l'apparition d'un asthme à l'âge de l'enfant post-scolaire, c'est-à-dire plus tardif, il est possible qu'il garderait de l'asthme et qu'il sifflerait à l'âge adulte. Il y a des facteurs prédictifs de rémission de l'asthme chez l'enfant. C'est les symptômes qui sont peu fréquents ou bien des symptômes qui répondent aux thérapeutiques, qui diminuent en fréquence au fur et à mesure que l'enfant grandit, une bonne fonction et une amélioration de la fonction respiratoire. Et d'autres facteurs de risque qui vont plutôt être en faveur de la persistance de l'asthme, l'atopie, l'asthme parental, l'allergie parentale et les expositions, notamment le tabagisme maternel ou le tabagisme passif. Et donc là aussi, on va parler de rémission et non pas de guérison. Quoi qu'il en soit, ces enfants doivent être suivis. Rémission de l'asthme de l'adulte, on va parler d'une rémission off-treatment. Il faut savoir que 15,9% des adultes sont en rémission clinique sur un suivi de 5 ans. C'est plutôt dans les asthmes professionnels lorsqu'on arrive à les enlever de cet environnement professionnel. Et c'est la plus souvent du temps une rémission clinique avec une persistance de l'hyperréactivité bronchique. Et les rémissions on treatment, c'est la nouveauté chez les patients asthmatiques sévères sous biothérapie. Là aussi, plusieurs définitions, plusieurs critères. Mais ce qui a été largement cité, c'est ce panel d'experts américain qui a regroupé 11 membres, si ma mémoire est bonne. Il y avait des allergologues, beaucoup d'allergologues, 6 allergologues, 2 pneumologues et 2 pédiatres qui ont fait une revue de la littérature pour essayer de définir quels sont les critères de rémission chez les asthmatiques sévères sous traitement, particulièrement sous biothérapie. Alors, les critères retenus, c'est pas d'exacerbation pendant les 12 derniers mois, pas d'hospitalisation, pas de recours à son médecin de traitement pour exacerbation, pas d'absentéisme au niveau du travail ou scolaire pendant les 12 derniers mois en rapport avec les symptômes, une fonction pulmonaire qui est stable ou qui s'améliore sur les 12 derniers mois avec un minimum de 2 explorations sur l'année, l'utilisation effective d'un traitement de maintenance, les scores de contrôle ACT ou la Sécu qui sont bons, et puis bien évidemment pas de symptômes, peu de symptômes, moins de 2 fois par mois qui requièrent l'utilisation des traitements de secours. Et donc, les meilleurs facteurs prédictifs de rémission sous traitement de l'asthmatique sévère sous biothérapie, c'est l'ACT, la Sécu, la fonction respiratoire qui est bonne, chez patients qui n'ont pas beaucoup de comorbidité, lorsqu'on prend en charge précocement l'asthme et lorsqu'on n'a pas besoin de corticothérapie orale ou d'une toute faible dose de corticothérapie orale. Là aussi, avec bien sûr des recherches qui sont toujours en cours pour bien affiner ces critères. La dernière partie, il n'y a vraiment pas énormément de choses. Track 1, track 2, c'est pareil. Juste, je vous rappelle ici ce que veut dire un traitement de maintenance, le contrôleur qu'on n'utilise plus parce qu'on utilise aujourd'hui le traitement de maintenance, le reliever, c'est le traitement de secours, les anti-inflammatoires reliever, c'est-à-dire quand on a une corticothérapie inhalée, qui est associé au traitement de reliever. Ce qui a peut-être un petit peu de nouveau, c'est ce tableau-là qui est un peu plus précis que celui de 2023, qui va montrer le traitement initial des patients asthmatiques, avec quel traitement on va commencer, donc en fonction des steps, step 1, step 2, donc sur le track préféré et sur l'alternative track, sans qu'il y ait de modification sur les propositions thérapeutiques des 2 tracks 1 et 2. Et bien évidemment, je le répète, avec une préférence pour le track 1, puisqu'on va utiliser un traitement anti-inflammatoire lors du traitement de secours.
Bien évidemment, en rappelant avant de commencer le traitement, tout ça, vous le savez, il y a rien de nouveau. Le diagnostic d'asthme doit être sûr. On doit évaluer les symptômes, les facteurs de risque et la fonction pulmonaire. On doit, les différentes, étudier les différentes options thérapeutiques, et cetera, et bien évidemment évaluer tout ça au fur et à mesure. Vous avez également ce qui est écrit sur le tableau est schématisé en intégrant cette boucle de l'asthme, de la prise en charge de l'asthme avec le traitement personnalisé. Donc, track 1, track E, absolument pas de modification. Beaucoup dans la série bibliographie, donc il y a beaucoup d'études qui ont été rajoutées. Dans les études qui ont été rajoutées dans la bibliographie du GINA, avec là aussi des preuves fortes concernant le step 1 and 2 pour l'utilisation de la stratégie corticothérapie inhalée formoterol au besoin. C'est ce que je voulais dire ici. Alors là, vous inquiétez pas, je vais pas vous demander de lire tout ça, mais il y a eu sur les médicaments, quels médicaments utiliser pour le track 1 pour commencer le traitement. Eh ben, ça a été précisé. Bien évidemment, le budesonide formoterol avec 200 microgrammes chez l'adulte, 100 microgrammes chez l'enfant, mais également les autres formes du budesonide et le beclométasone dipropionate et formoterol. J'ai fini. Avec là aussi en détail les différentes utilisations et les différentes doses utilisées en fonction de l'âge et en fonction du palier de traitement. Pas de changement sur le track 2. Bien. Il y a aussi un large chapitre sur des études qui confirment des recommandations antérieures, notamment l'ICS formoterol, l'ICS LABA. Par contre, juste un mot sur ça, sur ces très très belles études qui a montré que tout simplement, et là le GINA reconduit cette recommandation en disant que lorsque vous utilisez un traitement de fond comprenant le formoterol, le traitement de fond comprenant, il y a plus d'effets secondaires lorsqu'on a un traitement de fond à base d'un autre LABA en donnant un formoterol. C'est-à-dire que quand on a un traitement de fond formoterol, il faut que le traitement de secours soit budesonide formoterol. J'espère que je me suis fait comprendre, même si j'ai bafouillé un petit peu. Voilà, donc là aussi rien de particulier, les stratégies vaccinales, la recommandation. Et pour conclure, toujours des points débattus. Comme je l'ai dit, l'évaluation des symptômes chez les patients qui prennent l'ACS formoterol. L'asthme sévère chez l'enfant de 6-11 ans, il y a un arbre décisionnel en cours d'élaboration. L'efficacité et la tolérance des ICS forte dose dans le traitement des exacerbations et des enfants et la digitalisation des ressources GINA. Je vous remercie.